Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Anne Azilis Petit-Louboutin, qui est notre candidate pour les municipales à Angoulême sur la liste de l'Union populaire Angoulême. Bonjour Anne Azilis, comment vas-tu? Bonjour Magali, très bien, comment vas-tu? Ça va très bien, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir aussi d'être là. Alors pour commencer, si ça te va, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta sensibilité politique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es arrivée à devenir militante et aujourd'hui notre tête de liste au municipal? Alors je viens, déjà d'une famille de gauche, ça a vraiment énormément contribué à fonder mes valeurs et puis, je viens aussi d'une famille, enfin mes parents ont divorcé, quand j'étais, très jeune. Donc ma mère, m'a élevée seule et j'ai pu constater, les difficultés que ça pouvait représenter, pour une mère à la fois de travailler et en même temps d'assurer, son rôle de mère. Ce qui a été une première prise de conscience en fait des inégalités parce que je voyais que chez mes camarades, ça se passait pas forcément, comme ça. Leurs parents rencontraient pas les mêmes difficultés et puis ensuite, au collège, donc j'étais, à Angoulême, au collège Pierre Baudet. C'est un collège qui, à la fois, amène des élèves issus de classes, très populaires et puis, également des élèves, de milieux plus favorisés de communes alentours. Et au sein, en fait, de ce petit, milieu scolaire, je me suis vraiment rendu compte de ce que signifiaient les injustices, sociales, à l'école, en tout simplement, par exemple, en allant chez mes camarades, qui habitaient, dans des logements sociaux qui étaient absolument pas, entretenus par les bailleurs sociaux, avec, des problèmes de nuisibles, avec des cages d'escalier pas entretenues ou des ascenseurs en panne. Alors d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé, ce qui est assez effrayant parce que c'était il y a un petit moment maintenant quand même. Mais tout ça, en fait, a contribué, à la fois à me forger, en fait, sur le plan, idéologique, mais aussi à me faire, ressentir concrètement, dans le quotidien, en fait, ce que signifiaient les injustices sociales et à forger, en fait, mon indignation face à ça et mon envie aussi de me battre pour essayer de faire un peu bouger les choses. Tu as milité au travers d'associations, au travers de la France insoumise. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, concrètement de ton militantisme? Alors j'ai d'abord commencé à m'engager avec, des collectifs, qui travaillaient plutôt sur les questions d'écologie, mais le social était jamais très loin. Notre envie était, essayer de faire, changer un petit peu les choses à Angoulême. On avait d'ailleurs à l'époque envisagé de monter une, liste pour les élections municipales et puis bon, on était quand même un petit peu isolés, puisque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de compétences qui ont été transférées, à l'agglo et donc nous, on était simplement, à l'échelle de notre commune et on s'était dit que voilà, on serait assez vite un peu limité. Donc, on n'a pas monté notre liste à ce moment-là pour les élections municipales. En revanche, c'est à ce moment-là que, j'ai rencontré, René Pilato, donc qui est notre député France Insoumise, aujourd'hui. À l'époque, c'était pas encore le cas. Il était en train de construire, le groupe France Insoumise à Angoulême et puis on s'est retrouvés en fait, sur, beaucoup de questions, sur la question, écologique, sur le social aussi, et donc voilà, j'ai commencé un petit peu à militer, avec, la France insoumise à Angoulême et je me suis retrouvée notamment, pas tête de liste parce que c'est pas une liste, mais je me suis retrouvée candidate, aux élections départementales, donc en 2021. Ce qui a été une très belle expérience, de première campagne, très intense. J'avais plein de choses à découvrir, mais, j'en garde un très bon souvenir, aujourd'hui. Puis ensuite, j'ai continué, à militer un petit peu avec, le groupe d'action, Grand Angoulême et puis pour des raisons, familiales, et personnelles, j'ai dû un petit peu, faire une pause, dans mon militantisme, alors pas complètement non plus parce que, j'ai toujours gardé un pied, dans le secteur associatif et j'ai notamment, cofondé une bibliothèque associative, féministe qui s'appelle Le Pavé, qui est hébergée à la Maison des Peuples et de la Paix. C'est une association en fait qui regroupe, différentes associations militantes et donc, on travaille sur, tout ce qui est, oppression systémique, donc, les questions de racisme, de classisme, de sexisme, de LGBTQIA+ phobie, de validisme aussi. On organise beaucoup d'événements d'éducation populaire en fait autour du fonds, de la bibliothèque pour, à la fois, développer les idées et puis essayer de faire le lien entre, le militantisme de terrain et puis, la réflexion aussi sur, les politiques, actuelles et ce qu'on pourrait faire au niveau local, mais au niveau, national ou international aussi. En fait, t'as pas vraiment fait une pause, tu as juste milité autrement, en fait?
Oui, on peut considérer les choses comme ça, effectivement. Et puis donc, bah, c'est justement parce que j'ai gardé, ce pied quand même un petit peu, dans le militantisme, j'avais toujours l'envie de revenir, vers le groupe, France Insoumise local. Et bon, il se trouve que là, il y a quelques mois, j'ai eu, à nouveau un petit peu plus, de disponibilité d'esprit et donc voilà, j'ai voulu me réengager, notamment, sachant que, bah, les municipales arrivaient, qu'ensuite, c'était, les présidentielles. Donc il y a une urgence, voilà, qui politique, notamment face à la montée de l'extrême droite qui me pousse un peu à aussi à m'engager davantage. Donc bah, j'ai intégré, notamment les groupes de travaux pour la construction du programme, pour les élections municipales. Et puis ensuite, donc il y a eu, la désignation, de la tête de liste. Donc on a fait une grande réunion avec, les militantes et les militants, qui étaient investis, pour, la campagne, des municipales et puis on a essayé de déterminer ensemble, ce qu'on attendait de la personne qui serait désignée tête de liste. Après on a fait, des tours de table pour finir par désigner par consensus, donc une personne. Donc il se trouve que voilà, j'ai été désignée, tête de liste, ce qui n'était pas forcément quelque chose de naturel, ou d'évident pour moi parce qu'en tant que femme, on n'est pas, incitée en fait à prendre, tête, de liste, et à accepter, la visibilité, les responsabilités, la charge que ça représente et à l'assumer aussi parce que pareil, on a beaucoup de choses, à gérer. Hem, mais face aux autres groupes politiques, qui présentaient des listes, enfin qui présentent des listes à Angoulême pour ces élections municipales et qui n'ont choisi que des hommes tête de liste, je me sentais aussi un devoir en fait à accepter, cette responsabilité-là, parce que voilà, je voulais en termes de représentativité quand même qu'il y ait, au moins une femme, qui se lance aussi dans la bataille pour ces municipales. Ouais, je trouve que c'est un excellent choix parce que tu es aussi dans cette association où tu travailles pour le féminisme. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin et c'est, vraiment sous-représenté, surtout pour les municipales. Tout à fait, il n'y a jamais eu de femme maire à Angoulême d'ailleurs, donc Ah oui, ce sera peut-être la première fois. c'est ça. Donc justement, en fait, tu nous viens de nous parler, du fait que tu as travaillé aussi sur le programme des municipales. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton engagement pour cette élection? Alors pour ces mon engagement pour les élections municipales, bah, comme je te le disais tout à l'heure, hem, d'une de mes enfin, des premières raisons pour lesquelles j'ai voulu, me réengager là, avec, la France insoumise et dans la perspective, des élections, à venir, c'est, combattre la question de enfin les idées d'extrême droite et combattre aussi l'extrême droite, localement. Parce que, ben, Angoulême, bon, heureusement au présidentiel, au premier tour, la France insoumise est arrivée en tête, mais le RN, bah, fait malheureusement, des scores, qui progressent. Donc pour moi, voilà, combattre sur le terrain, en fait, les idées d'extrême droite, c'était quelque chose d'important. Je voulais aussi avoir, une possibilité d'impact, direct, en fait, sur la vie quotidienne, des gens à travers le logement, à travers, l'école. Je suis AESH, donc je constate, en fait, au quotidien, le manque de moyens dans les écoles, que ce soit, général avec des classes surchargées ou, que ce soit, bah, vis-à-vis, des élèves, en situation de handicap qui sont plutôt mal accueillis de manière générale. Enfin, on sait que, par exemple, dans certaines écoles primaires, il y a des élèves dont on a besoin, de changer des couches. Il y a aucune salle prévue pour ça, donc les AESH sont obligés de bricoler, des espèces de tentes avec des sacs poubelles, enfin, ce qui est absolument indigne pour ces enfants-là et ce qui permet pas du tout une inclusion, correcte et un regard, heu, adapté, vis-à-vis des autres élèves. Est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est AESH pour les personnes qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste? Alors AESH, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. C'est-à-dire que alors, contrairement à ce que pense, souvent l'éducation nationale, le métier se pratique de façon très différente en fonction de si on intervient, en école maternelle, en école primaire ou, en collège ou lycée. Moi j'interviens en lycée, donc ça signifie que je vais, adapter en fait les enseignements, aux besoins des élèves. Hem, Par exemple, je vais, travailler les documents qui sont proposés pour les rendre, plus accessibles, plus lisibles pour les élèves ou alors, je vais, reprendre avec les élèves, les cours pour m'assurer, de leur bonne compréhension du cours ou
Je vais aussi, pour des élèves qui peuvent avoir, des déficiences visuelles par exemple, je vais un petit peu être leurs yeux parce que parfois il y a quand même beaucoup de supports visuels, dans les cours. Voilà, c'est très varié, mais c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle, l'aide humaine. Heu, là où, aujourd'hui on cherche à mettre, beaucoup d'informatique notamment et malheureusement l'informatique ne pallie pas, tous les handicaps. C'est ça. Et donc on parlait de ton engagement pour les municipales et des conditions indignes dans lesquelles pouvaient, être ces élèves et en fait, je te laisse, continuer à ce sujet. Dans le quotidien, on ressent l'abandon en fait, des politiques, l'abandon qui est fait des habitantes et des habitants, enfin des citoyennes et des citoyens de manière générale parce que ça dépasse largement le cadre de la ville. Et c'est pour ça, en fait, moi, que j'ai eu envie, de me réengager aussi. C'est pour changer le quotidien tout simplement. Enfin, c'est extrêmement banal. Mais on peut avoir, même en local, en fait, on peut avoir une action, sur, le logement pour un logement plus digne. On peut avoir, une action sur, les transports pour, faciliter, les déplacements. On peut avoir, une action aussi, j'en parlais sur les écoles. Puisque, pour ce qui est, les écoles maternelles ou les écoles primaires, en fait, ça dépend des communes. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure, les élèves qu'on doit, accueillir dans des conditions qui ne sont pas du tout adaptées à leur handicap, ça c'est quelque chose qui peut être, pensé dans l'aménagement des écoles et ça la commune, peut s'en charger, par exemple. Et puis bon, au-delà de ça, tout simplement, je me reconnais pleinement dans les valeurs du nouveau Front populaire et puis de la France insoumise. La liste qu'on présente, à Angoulême, elle est composée, enfin j'en parlerai peut-être, tout à l'heure, mais elle est composée pas seulement de personnes issues de la France insoumise, mais notre point commun, c'est qu'on se reconnaît, toutes et tous dans les valeurs du NFP, donc sur les questions de justice sociale, de démocratie réelle, donc l'idée d'impliquer les gens aussi parce que, venant du secteur, associatif et puis du terrain aussi, j'ai cette envie, d'implication vraiment de tout un chacun, le plus possible en tout cas, dans l'organisation, des politiques locales. Merci beaucoup Anna-Zélise. Est-ce que tu pourrais maintenant nous faire un petit mot pour nous parler d'Angoulême? Alors Angoulême, c'est une ville moyenne qui a un peu plus de 42 000 habitants. D'accord. Hem, c'est une ville qui, pour cette taille-là, en fait, est quand même, très dynamique. C'est une ville qu'on connaît beaucoup à travers, le Festival international de la bande dessinée, qui est, une des vitrines et peut-être même la vitrine principale de la ville, puisque, il y a tout un secteur, en fait, économique qui s'est développé autour de l'image avec, bien sûr, tout ce qui est, illustration, bande dessinée, mais aussi, cinéma d'animation, jeux vidéo. Et puis des écoles en fait pour, aussi, former des gens pour travailler dans ces secteurs. Donc c'est quelque chose de très important dans la ville et c'est ce qui, lui donne aussi, un certain dynamisme, notamment sur le plan culturel. Après Angoulême, c'est aussi une ville, qui est plutôt populaire parce qu'on a quand même, 24 de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, ce qui est quand même bien au-dessus, des statistiques, nationales. Donc on est vraiment traversé par de vraies inégalités sociales. Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais de la question culturelle, mais justement cette question culturelle en fait, elle doit pas bénéficier simplement à, une petite partie de la ville, au contraire, elle doit bénéficier à toutes et tous et pas seulement, au centre-ville. Et donc dans ces inégalités sociales qui sont criantes, à Angoulême, en fait, elles s'organisent aussi, d géographiquement, puisqu'il y a des quartiers qui sont, complètement délaissés. Et puis après sur le plan politique, Angoulême, donc c'est une ville qui est capable à la fois, de mettre LFI, en tête du premier tour pour les présidentielles, mais c'est aussi une ville, qui a, un maire, Horizon. Heu, Horizon, d'accord. voilà, c'est un parti, macroniste, bon, qui, pour, son dernier mandat a été élu, probablement en grande partie grâce à l'abstention parce qu'il y avait eu 67 d'abstention quand même. Mais voilà, ça crée, des contrastes. Ouais. Quand tu as parlé que c'est une ville, avec beaucoup de culture, du coup, les budgets qui viennent d'être imposés, en France, notamment par rapport à la culture, ça va avoir un impact, délétère en fait, sur Angoulême? Ah bah, bien sûr, surtout, là en période de crise, du festival de la bande dessinée où, il faut absolument enfin on doit refonder complètement ce festival. Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure. Hem, mais oui, oui, on a besoin d'être soutenu aussi au niveau national, c'est évident.
et puis la baisse des dotations, de l'État, pour les communes, c'est sûr, risque, d'impacter aussi, le secteur culturel local. C'est là qu'il y a des choix à faire, en fait, et c'est pour ça que, une politique, enfin un maire de droite ne fera pas les mêmes choix budgétaires que, une liste vraiment à gauche qui se positionne, justement pour la culture, qui se positionne, pour la justice sociale et voilà, donc là, il y a quand même, parce qu'il y a ces baisses de dotation, il y a quand même justement un choix, urgent à faire, dans ces municipales. Très bien. Et du coup, tu nous as parlé que le maire actuel était un maire horizon, donc c'est Xavier Bonnefond. Est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de son mandat? Oui, alors de ces 2 mandats, en fait, parce que là, il en est quand D'accord. même à 12 ans. C'est long, c'est très long. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, hein, quand on fait des porte-à-porte, les habitantes et les habitants lui sont pas très favorables. Et en fait, il a mené, une politique, gestionnaire pendant ces 2 mandats, qui était complètement déconnectée du terrain. Bon, déjà, il cumule, plusieurs casquettes, plusieurs mandats parce que donc il est à la fois maire d'Angoulême, mais il est à la fois enfin, il est aussi à la tête de l'agglo et puis en plus, il est conseiller régional. Donc bon, je ne sais pas comment il fait, hein, pour, assumer, ces 3 casquettes, tout en restant, proche des habitantes et des habitants. Ça me semble un petit peu compliqué. Il faut savoir aussi que, son premier acte, en tant que maire, le premier acte politique, ça a été, d'augmenter son indemnité de 62 c'était en 2014. Aïe, Je aïe, aïe. ne sais pas si on est aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est quand même, un choix qui interroge. Un choix de droite. C'est ça et qui montre en fait, à quel point il est complètement déconnecté quoi, parce que, il à côté de ça, donc en termes d'augmentation, ah lui, il augmente son indemnité, mais par contre il va pas du tout agir, pour le pouvoir d'achat des habitantes et des habitants. Il a augmenté, les tarifs de bus, il a augmenté les tarifs de cantine aussi. Il a, abandonné récemment, la construction de 135 logements sociaux, alors qu'à Angoulême, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Et puis il méprise, de manière générale en fait, les quartiers populaires. C'est-à-dire que, bon, dans le centre-ville, globalement, il y a des petites, choses à revoir sur la voirie, mais, en fait, dans les quartiers populaires, c'est pire. Enfin, c'est vraiment quand on se promène dans les rues, la voiture, le vélo, le bus, en fait, sautent, en permanence parce qu'il y a des nids de poules partout. Il y a récemment un centre social, qui a brûlé. Les habitantes et les habitants, ont fait une pétition pour qu'il soit rouvert. Et puis, bah, c'est resté, lettre morte, en fait. La mairie en avait absolument rien à faire. Et puis à côté de ça, bah, ils proposent simplement, éventuellement des politiques sécuritaires ou, la pour la campagne des municipales, l'une de ses premières prises de position, ça a été de proposer de mettre des drones, pour surveiller la population. Ce qui est absolument en plus, en tout cas, municipal donc enfin voilà, c'est vraiment une déconnexion, totale des besoins des habitantes et des habitants. Et puis c'est aussi un maire qui est, réputé pour son autoritarisme. Il y a un adjoint au sport qui a démissionné là, il y a quelques mois et en fait, il expliquait que, il en avait, par-dessus la tête en fait de devoir porter des décisions, auxquelles il n'avait pas pris part. C'est-à-dire que, tout se fait, en petit comité, et puis ensuite, bah, on lui expliquait ce qu'il devait défendre, et ce qui était complètement éloigné, de ses attentes quand il s'était engagé, lui, au conseil municipal. Et puis bon, de manière générale, il y a aussi un mépris total, des droits de l'opposition. Hem, il y a une opposition qui n'est pas entendue du tout et ça fait partie des choses d'ailleurs, sur lesquelles nous, on voudrait travailler parce que ça nous semble quand même, important d'avoir, cette controverse au sein du conseil municipal pour favoriser le débat. Et puis après sur le long terme, c'est aussi, un maire qui a eu absolument aucune vision, notamment sur ce dernier mandat, notamment sur les questions d'écologie où, il a surtout, développé une écologie cosmétique, il y a un manque d'investissement de manière générale, dans les aménagements structurants. On sait aujourd'hui que, bah, donc il y a le problème de voirie que j'évoquais tout à l'heure, où là, il y a quand même un énorme travail, à faire et puis il y a des besoins aussi, notamment, pour les clubs sportifs et les clubs sportifs restent sans réponse quand ils interpellent la mairie, concernant leurs besoins. Donc ça, c'est des enfin, c'est pour un maire, ce sont des choses,
qui, moi, me semble complètement aberrante, en fait, d'être déconnecté à ce point-là, de pas écouter les besoins des associations, de pas écouter les besoins des habitantes et des habitants. Tu nous as aussi expliqué tout à l'heure qu'au niveau d'Angoulême, il y avait l'extrême droite, qui, devenait de plus en plus forte et souvent quand on a un maire qui abandonne complètement une ville, qui laisse les gens, à eux-mêmes, ben, c'est des choses qu'on peut voir. Oui, effectivement, alors, pour le moment, il y a 2 listes qui sont, enfin 2 listes, d'extrême droite, qui devraient donc être en lice pour, ces élections municipales. Une liste, RN et une liste, Reconquête, mais qui n'assume pas son étiquette. Pour le moment, il me semble avoir entendu que la liste RN ne serait pas encore complète, donc peut-être qu'il y aura, finalement qu'un seul, candidat d'extrême droite. Mais par ailleurs, voilà, on sent quand même parfois en porte-à-porte, bah, que les idées d'extrême droite, s'implantent. Il y a aussi bah, l'Action française qui commence à essayer de se structurer, à Angoulême. Alors pour l'instant, à ma connaissance, ça reste heureusement, un très, très petit milieu, mais c'est suffisamment inquiétant quand même pour se dire que, voilà, là, il y a des choses à faire, notamment, en termes, d'éducation populaire, de débat public, en fait, pour, déconstruire tout ce discours d'extrême droite. Ouais, tout à fait et proposer, d'autres, d'autres D'autres mesures, bah, voilà. d'autres désirs aussi et répondre aux besoins pour éviter justement que les gens se tournent, vers l'extrême droite et ses propositions. Ouais, tout à fait. Là, tu viens de nous parler du coup du bilan, de, bah, du maire, sortant, Xavier Bonnefond. Mmh. Avant de parler du programme, de comment il a été construit et des justement des mesures que vous proposez, heu, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur, la liste d'Union populaire? Combien y a-t-il de personnes qui en font partie? Heu et voilà, nous en parler un peu. Oui. Alors l'Union populaire, on a déposé la liste là, il y a quelques jours. Donc on a, 45 personnes sur cette liste. On a 43 personnes, réellement pour les municipales, puis on a 2 personnes, suppléantes. Donc on a essayé d'avoir une liste qui était la plus représentative possible, à la fois sur le plan, sociologique, et puis, également en termes de quartier en fait, parce qu'on est, enfin les membres, les colistiers, colistières, viennent de tous les quartiers de la ville. On a fait un gros travail, justement, là-dessus pour rencontrer notamment en porte-à-porte. On a rencontré des gens, dans tous les quartiers, pour, peut-être susciter aussi des envies, d'engagement militant. On a un militant, d'ailleurs, qui donc est sur notre liste, qui vient du quartier de Bassot et qui, quand on l'a rencontré en porte-à-porte justement, était, très, très éloigné de la politique. Il était abstentionniste, il avait aucune envie, voilà, de s'engager et puis en fait, en discutant avec lui, bah, petit à petit, on a trouvé quand même des points communs et puis aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui est, hyper investi, qui est, quasiment dans tous les porte-à-porte, tous les tractages, qui a participé aussi à la construction du programme, parce que, c'est quelqu'un qui est très sensible aux questions de harcèlement. Donc en fait, il a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, du programme. Donc c'est voilà des belles réussites aussi, de développement du milieu militant, à Angoulême. Hem et puis en fait, on a cette diversité-là fait aussi que, on a des expériences et des compétences qui sont, très complémentaires et qui font qu'on est une équipe, qui est quand même assez forte. On a aussi, 2 personnes qui ne sont pas de nationalité française. On a, un Belge et une Espagnole sur notre liste et ça nous semblait important parce que, bah, Angoulême, il y a quand même beaucoup de personnes, qui ne sont pas enfin, qui n'ont pas la nationalité, française, soit parce qu'ils viennent de la Communauté européenne ou surtout beaucoup, en dehors de l'Europe. Donc voilà, en termes de représentativité, malheureusement, on ne pouvait pas avoir de personnes, qui ne sont pas européennes, mais voilà, ça nous tenait à cœur d'avoir, des personnes qui n'étaient pas françaises sur la liste. On a une liste aussi assez jeune, comparée, aux autres, listes qui se présentent là pour les municipales. Parce qu'on a une moyenne d'âge, d'environ 42 ans. Notre, plus jeune militante, a 22 ans, la plus âgée a 84 ans. Donc on a Ah! une belle échelle, d'âge. Et puis, en termes de répartition, des étiquettes politiques, là aussi, en fait, c'est assez équilibré. On a une liste d'union, parce qu'on a à la fois des citoyennes, des citoyens, bien sûr des personnes qui, se reconnaissent dans la France insoumise et puis, d'autres personnes, avec le PCF.
Donc on a, la moitié en fait, de notre liste qui est composée de citoyennes et de citoyens et l'autre moitié de personnes qui sont, à la France insoumise, ou au Parti communiste français. D'accord. Petite question, tu as évoqué qu'il y avait 2 personnes de nationalité étrangère qui faisaient partie de la liste. En tant qu'étranger, est-ce qu'on peut voter, par exemple, si on habite à Angoulême, on n'a pas la nationalité, est-ce qu'on peut voter? Ah, c'était un grand objectif à un moment donné justement dans nos porte-à-porte. C'était informer sur, la possibilité pour les ressortissants de l'Union européenne, qu'ils et elles pouvaient voter aux élections municipales. Parce qu'en fait, beaucoup n'étaient pas informés et j'ai été très surprise d'ailleurs parce que donc, en tant que ville de l'image, Angoulême accueille aussi, beaucoup d'européennes, d'européens, des sénateurs, des sénatrices, qui viennent, de tous les pays, européens et qui en fait ne sont pas informés, de leurs droits et de leurs possibilités à voter, aux élections municipales. Donc on a fait un gros travail, auprès justement, de ces personnes en espérant donc, que leur inscription a été prise en compte sur les listes électorales. Ouais, ben, je pense que c'est un travail à faire, hein, parce qu'il y Mmh. a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions à ce niveau-là. Oui, on a rencontré en porte-à-porte effectivement des personnes qui, vivaient depuis une dizaine d'années à Angoulême et qui n'avaient jamais été informées que pour les élections, locales, ils et elles pouvaient voter en fait. Là, pour le coup, je pense qu'il y a une défaillance, des pouvoirs publics en termes d'information, voilà, donc bah, nous, on s'y est collés puisque ça fait partie aussi des missions, c'est-à-dire qu'un parti enfin le la France insoumise, n'est pas là simplement au moment des élections. On est, tous les jours sur le terrain, même en dehors des campagnes électorales pour, faire l'éducation populaire, pour informer les gens sur leurs droits, et ça bon, il se trouve que ça en fait partie. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, tu viens de nous parler un petit peu de la liste d'Union populaire. Tu nous expliquais qu'il y avait, bah, des personnes étrangères, différents types de nationalités, différents types de générations, différents types de profils, que la moitié de votre liste, c'est des citoyens et des citoyennes, l'autre moitié du PCF et de la France insoumise. À Mmh. présent, est-ce que tu peux nous parler justement comment a été construit le programme que vous allez proposer à Angoulême? Alors le programme qu'on a construit à Angoulême, en fait, au tout départ, on a fait une énorme enquête de terrain, donc c'était il y a, 1 an et demi, pour aller à la rencontre des habitantes et des habitants et comprendre, leurs besoins, en fait. Il y a eu un porte-à-porte, auprès de, plus de 600, foyers qui a été fait. On a eu des retours aussi, par internet, donc on a eu un peu plus d'une centaine de retours par internet et puis après ce travail-là a continué de s'enrichir avec, d'autres porte-à-porte pour comprendre vraiment les problématiques, spécifiques à Angoulême. Et y répondre dans notre programme et on a eu notamment beaucoup, beaucoup de retours concernant, le logement social, parce que bon, il y a quand même un gros dysfonctionnement, à Angoulême avec des bailleurs sociaux qui, se moquent complètement des besoins, des habitantes et des habitants et même de ce qui tient, des choses les plus basiques, possibles. Par exemple, on a des logements dans lesquels, il y a pas toujours d'eau chaude, dans lesquels, les habitants depuis, 2 ans, demandent, de ne pas avoir un chauffage intermittent et c'est pas le cas. Il y a des pétitions qui sont faites ou alors, quand les bailleurs sociaux, prennent enfin leurs responsabilités, il y a quelques travaux qui sont faits, mais ça reste insuffisant, ça concerne pas l'ensemble des logements, enfin c'est absolument indigne en fait et bon, je ne sais pas si, le maire actuel accepterait de vivre dans ces conditions-là. C'est ça, Donc c'est voilà, un très bon point. Très bon point. notre programme en fait, c'est vraiment construit en réponse, aux besoins de ces enquêtes et puis des problèmes absolument, enfin qui tiennent de la dignité humaine en fait, qui n'est pas assurée, à Angoulême. Ouais, merci. Est-ce que tu peux, nous décrire justement les principales mesures, Mmh. bah, qui sont sorties de cette construction du programme? Alors, comme je te l'expliquais, donc on est parti d'enquêtes de terrain, c'est-à-dire des besoins Tout à des fait. habitantes et des habitants, parce qu'en fait, pour nous, c'est, le 1er prérequis, en fait, ça va être, l'implication citoyenne. Le fait que, toutes et tous puissent, participer, hem, à la construction de la politique locale et donc ça s'est traduit alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça s'est traduit aussi avec, la construction d'une charte justement qui, a cimenté cette implication citoyenne parce que, dans cette charte, on parle notamment d'instaurer, un référendum d'initiative citoyenne,
On propose aussi, de développer un droit de pétition pour que les habitantes et les habitants puissent amener, des sujets, dans le conseil municipal pour que ces sujets-là soient débattus au conseil municipal. On propose aussi, un référendum révocatoire, c'est-à-dire que, si, la maire, ne satisfait pas, aux attentes, des habitantes et des habitants, bah, ce sera possible tout simplement, de me révoquer. Donc il y a ce premier point sur, la question de l'implication. Cette question de l'application va au-delà, bien sûr, de la simple, gouvernance, en fait. C'est de manière générale, en fait, à chaque étape, de nos décisions où, on impliquera, les habitantes et les habitants, les associations, enfin les différents acteurs, en fait, concernés par les décisions à prendre. Hem, donc il y a ce 1er point. Ensuite, dans les besoins qui ont vraiment émergé, à Angoulême, on a puis bon, c'est dans toute la France de manière générale, mais à Angoulême, on manque, de médecins, on manque de spécialistes aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligés d'aller, à Bordeaux, ou d'aller, dans des villes alentours, pour, trouver un médecin. Ce qui, bon, est un problème, en économique. Il faut avoir le temps d'aller à Bordeaux, enfin, il faut avoir l'argent d'aller à Bordeaux. Et puis même ça c'est un danger pour sa vie, en fait. Si c'est Et des urgences, ça peut être très compliqué. Et tout à fait. C'est en termes d'urgence, effectivement, ça pose un problème. Donc là, il y a un besoin réel qu'on a identifié. Donc nous, on propose de créer un centre municipal de santé pour pouvoir, inciter, notamment de jeunes médecins à s'installer à Angoulême. On a aujourd'hui, des cabinets, de médecins à Angoulême qui accueillent des internes qui aimeraient pouvoir ensuite s'installer dans la ville et qui, ne le peuvent pas parce qu'il y a pas les infrastructures, nécessaires. Donc en proposant un centre municipal de santé, ça permet d'avoir des médecins qui vont être salariés par la ville, c'est-à-dire que toute la part administrative, par exemple, ne sera pas à la charge du médecin, ce qui lui permet d'avoir plus de temps pour, les consultations notamment. Et puis ça permet aussi, de ne pas avoir de dépassement d'honoraires. Donc c'est quelque chose qui pour nous, fait partie des mesures, prioritaires, à développer dans la ville. Je te parlais tout à l'heure, de la question du logement qui est ressortie vraiment dans les enquêtes de terrain qu'on a menées, mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'on veut, sur lesquelles on veut travailler, donc en développement de logement social et puis, l'entretien aussi de ce logement social. On veut garantir des logements dignes et puis ça va bien sûr au-delà du logement social, la question du logement digne, parce qu'en centre-ville, d'Angoulême par exemple, il y a de gros problèmes notamment d'humidité avec, bah, des moisissures, dans les habitations, enfin, voilà, des conditions de vie, en fait, qui sont pas du tout acceptables, qui sont dangereuses pour la santé. Donc on veut, par exemple, développer, le permis de louer pour s'assurer que tous les logements, mis à la location, respectent des normes de décence. On veut s'engager aussi pour, la aller vers la gratuité des transports. Comme je te le disais tout à l'heure, les tarifs, des transports en commun ont augmenté, grâce à notre maire actuelle. Mais nous, au contraire, on pense que se déplacer, c'est un droit et donc on veut essayer de tendre, vers la gratuité des transports avec, d'abord une politique tarifaire, qui va permettre d'avoir la gratuité pour les personnes, de moins de 26 ans et puis, pour tout le monde, et puis les week-ends et les jours fériés. Gratuité aussi, bien sûr, d'emblée pour les personnes les plus précaires et puis ensuite on va étendre petit à petit cette gratuité. Parce que ça peut avoir aussi, un impact, pour, le commerce, notamment, au mois de décembre. Ça fait partie des choses qui nous ont été remontées par les commerçants. Le besoin, aussi d'amener davantage, de monde en centre-ville, dans les commerces de centre-ville et pour ça, le transport gratuit, au mois de décembre peut être un levier. On porte aussi, comme, dans beaucoup de communes qui aspirent à être des communes insoumises, la cantine, gratuite, avec, une nourriture, bio et locale. Donc ça touche à la fois aux questions de santé, mais ça touche aussi aux questions de pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup d'enfants qui, ne peuvent pas faire, 3 repas par jour. Ouais. Donc ça fait partie des choses, contre lesquelles on veut lutter. On veut aussi proposer justement, pour aller dans ce sens, des petits déjeuners, gratuits dans les écoles. Et puis j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de mon parcours. On veut mettre en place aussi une carte de famille monoparentale pour permettre, à toutes les personnes qui, assument seules, un enfant, d'avoir accès, à la fois à des tarifs préférentiels et puis d'avoir accès aussi, à des aides de garde, par exemple, pouvoir avoir accès, à, des vacances, à un soutien aussi psychologique, sans avoir à fournir, des documents, par exemple de divorce ou de garde, de justification de garde, parce qu'on sait que ce sont des documents qui peuvent mettre du temps à arriver.
Et donc pendant ce temps-là, ben, les personnes, qui sont concernées sont très démunies. Donc on veut, nous, mettre cette carte en place justement pour, pallier, ce temps, pendant lesquels, les familles ne sont pas, reconnues, dans leurs besoins. Et puis alors ça fait beaucoup de points, à développer, mais il y a beaucoup à faire à Angoulême. Il y a aussi la question de la tranquillité publique. Donc, là où, notre maire actuel propose des drones, comme, je le disais tout à l'heure, nous Ouais. on veut, augmenter la présence humaine. Parce que les drones franchement, je pense pas que ça aide grand monde d'avoir, une machine qui tourne au-dessus de nos têtes. Je Alors qu'en c'est même angoissant, hein. c'est ouais, moi aussi je trouve ça très angoissant effectivement. Et en revanche, une présence humaine, sur le terrain avec, des personnes que l'on connaît parce qu'on les voit régulièrement, dans son quartier, avec de la médiation, avec, de la prévention aussi, ça, ce sont des choses qui réellement peuvent, permettre, une tranquillité publique. Et puis je parlais aussi de tout à l'heure, quand je faisais le bilan de notre maire actuel, de son absence de vision en matière d'écologie. Nous, on veut vraiment, mettre en place une véritable planification écologique dans la ville pour s'adapter au changement climatique. On veut aussi, développer un plan de lutte contre la solitude. Ça fait partie des choses qui nous ont beaucoup touchés en porte-à-porte parce qu'on pouvait rencontrer, et on peut encore rencontrer en porte-à-porte, des gens qui, parfois, ont vu personne depuis plusieurs jours, ont parlé à personne depuis plusieurs jours. Et donc on s'est dit, voilà, qu'il y avait quelque chose à faire sur ce plan-là, heu, en allant à la rencontre de ces personnes pour les mettre en lien, avec des associations ou avec, d'autres personnes du même quartier et donc essayer de lutter contre cette solitude qui, fait souffrir beaucoup de gens. Donc ça passe aussi par la dynamisation de la vie de quartier, heu, avec, du soutien aux associations, avec le développement aussi d'espaces de convivialité, des espaces verts ou des aires de jeu. Il y a des quartiers dans lesquels en fait, bah, il y a des bouts de pelouse qui existent, mais qui sont extrêmement mal entretenus et qui encouragent pas du tout, le fait de s'y arrêter pour passer un moment, avec les gens de son quartier. Il y a des aires de jeu, mais qui pareil sont pas entretenus ou avec des jeux qui sont pas adaptés à tous les âges. Voilà, il y a vraiment, quelque chose à repenser complètement sur la question de la convivialité dans les espaces publics, à travers des aménagements qui vont pouvoir encourager aussi, le lien intergénérationnel. Et puis après, il y a aussi dans la ville la question de l'accessibilité qui se pose. J'évoquais un peu la question de la voirie, mais on a vraiment des trottoirs, qui sont absolument pas adaptés, notamment aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Hem, on a des bah, et puis même aux piétons d'ailleurs, tout simplement, hein, ça arrive régulièrement qu'on se, torde les chevilles parce que, bah, voilà, il y a des trous partout. Il y a la question aussi, des pistes cyclables. On est une ville dans laquelle, bah, beaucoup de personnes aimeraient faire du vélo ou font du vélo dans la ville, mais en fait, c'est extrêmement dangereux et il y a régulièrement des accidents parce que, on a des pistes cyclables qui font, 30 centimètres de large et qui, bah, existent sur 100 mètres et puis après ça Ah! s'arrête et ça reprend, 300 mètres plus loin. Enfin, ça c'est juste absolument pas sécurisant, absolument pas adapté. Donc, là aussi, pour rendre la ville, accessible, il y a un gros travail à faire. Et puis dernier point, et qui moi me tient beaucoup à cœur aussi, heu, on veut vraiment essayer de mobiliser la ville, contre les discriminations, pour lutter contre, bah, ce qui est lié aussi d'ailleurs à mon engagement associatif, mais contre le racisme, contre les idées sexistes, contre le validisme. Concernant le RIC, comment on pourrait faire pour, mettre en place, ce référendum d'initiative citoyen dans une ville comme Angoulême? Alors donc l'idée du RIC en fait ce serait de donner, la possibilité aux citoyens et aux citoyennes donc de s'auto-organiser avec, ce référendum d'initiative citoyenne. Et le conseil municipal va s'engager justement à respecter le résultat du vote. Alors pour ça, il faut en fait qu'il y ait une participation minimale D'accord. au moment du scrutin qui va être définie, au sein du conseil municipal. Et puis dès qu'il va y avoir une pétition qui va réunir, au moins 18 des inscrits, donc ça va être, ouvert, aux plus de 16 ans, quelle que soit aussi leur nationalité, Ah! on va pouvoir lancer ce RIC. C'est une grande revendication, oui, c'est une grande revendication qui vient bien sûr, des gilets jaunes, mais ça existe, dans d'autres, communes, France insoumise, notamment à Fâche-Tuménil, où il y a déjà cette idée d'avoir, donc un RIC, qui puisse, se mettre, en place dès lors que, on réunit au moins 18 des inscrits. Voilà, à Angoulême, par exemple, ça représente, un seuil d'environ 4 600 signatures.
pour mettre en place ce RIC. Super, bah, merci. Merci beaucoup. Franchement, pour les électeurs et les électrices d'Angoulême, vous avez énormément de chance parce que je ne pense pas que les autres listes, proposent un programme aussi riche. Là, on a parlé de tout, on a parlé du RIC, on a parlé, de centres municipaux de santé pour, avoir une santé sur place, locale, de la gratuité des transports, des cantines, la tranquillité publique avec, une tranquillité plus humaine et non pas par des drones, par exemple. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de programmes qui proposent, tous ces éléments, que ce soit sociaux ou même écologiques, parce qu'on a aussi parlé de mesures écologiques. Merci à toi, a Anna Zélis, d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Où est-ce qu'on pourrait retrouver le programme si, par exemple, après cette vidéo, on a encore des questions et on a envie d'en savoir un peu plus? Alors notre programme, il va très bientôt être, intégralement mis en ligne, sur notre site internet, donc unionpopulaireangoulême.fr. Hem Et puis, alors là, on est en train, en fait, de l'enregistrer aussi. Ah! C'est un long travail parce qu'on a plus de 50 pages de programme, à enregistrer, mais pour permettre de le rendre, accessible, en fait, à toutes et tous. Donc on fait un gros travail, en ce moment sur notre site internet justement, sur ce point-là. Et puis en attendant que tout le programme soit mis en ligne, il y a aussi nos réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur, Instagram où, tous les jours on fait des posts sur différents points programmatiques, qu'on met en avant. Et bah, du coup, je mettrai en dessous de la vidéo, dans le descriptif, les liens vers vos réseaux sociaux et le lien vers le programme. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer comment se passe la campagne? Donc, tu nous as dit ça a commencé déjà depuis quelques enfin, ça a commencé depuis 1 an? Parce qu'en gros, on com Alors ça a commencé, oui, depuis très longtemps effectivement, parce que donc il y a, 1 an et demi, on a lancé les enquêtes de terrain, mais en fait, ça a même commencé encore avant, si on considère que, la présence sur le terrain et le dialogue, avec les habitantes, les habitants, les associations, font partie de la campagne. Mais pour nous, en fait, c'est plus, une démarche militante, de manière générale, c'est quelque chose de très global. On d'accord. a fait un gros meeting, début février, de lancement de campagne avec, Rick Coquerel, qui est Ah, venu d'ailleurs, nous soutenir. On a eu, près de 400 personnes, donc c'était une vraie réussite et un gros travail, des militantes et des militants pour, pouvoir organiser cet événement. Donc c'était très encourageant. On a eu, beaucoup de retours très positifs, à ce moment-là et puis depuis d'ailleurs aussi, quand on fait du porte-à-porte, mais aussi, via les réseaux sociaux. Donc ça fait chaud au cœur. Il y a une grosse mobilisation de terrain, grâce aux militantes et militants qui, plusieurs fois par semaine, on essaie d'organiser 3 à 4 porte-à-porte par semaine, donc ça fait quand même beaucoup. Plus du tractage, plus du collage, donc il y a un gros investissement sur le terrain. Et alors il y a juste une petite chose, moi, qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas, tout à fait satisfaite, de cette campagne. C'est que le traitement médiatique est pas, à la hauteur de ce qu'on attend. d'accord. Voilà, on est très régulièrement interpellés par la presse locale. Donc, on fait régulièrement des interviews qui, durent, 30, 40, 45 minutes et à la fin, bah, il y a seulement, 2 mots qui sont conservés, dans l'interview, qui sont pas forcément les plus représentatifs, non plus, donc c'est toujours un petit peu frustrant. Hem, Quand on voit l'article qui a été fait sur le meeting, donc, de début février, bon, la photo qui a été choisie est une photo, qui est pas forcément la plus adéquate parce que, Éric Coquerel était en train de se lever, donc il est à moitié courbé, Ah, enfin c'est bon, voilà, ça c'est pas normalement le premier choix qu'on aurait fait. Hem, la Charente Libre, donc le quotidien local, normalement à chaque article est relayé en fait sur leurs réseaux sociaux et là pour le meeting, en fait, ça n'avait pas été le cas, par exemple. Donc, on est allé râler un petit peu ouais. parce qu'on ne trouvait pas ça tout à fait normal. Donc ça a été, rétabli. Mais voilà, c'est un exemple concret en fait, bah, de traitement qui est quand même, de traitement différencié qui est, un petit peu problématique. Merci, Anna Zilis, pour, toutes ces informations. Merci pour, cet échange. On en a appris beaucoup, sur, bah, le programme, sur la liste, sur toi. À présent, si ça te convient, il y a des questions des internautes. J'ai la première question d'Anaïs qui te demande quelles sont les 3 mesures qui vous tiennent particulièrement à cœur sur le programme? Hem, alors dans les 3 mesures qui m là, je pense la première mesure qui me tient à cœur, c'est, on veut,
mettre en place une stèle en hommage à Lucien Camara. C'est un jeune qui a été tué par la police, en 2023 à Saint-Exupéry, c'est une commune limitrophe d'Angoulême, alors qu'il partait travailler et voilà, il y a aucun hommage, en fait, qui a été rendu par la ville, à Lucène et donc ça fait partie des choses, en fait, qu'on voudrait rétablir. Donc ça, c'est une mesure qui, pour moi, voilà, me tient à cœur et me touche et ensuite, autre mesure qui me tient à cœur, ça, c'est quelque chose de plus, global, mais la question du soutien aux associations. On sait qu'aujourd'hui, le monde associatif, est en grande difficulté. On sait que les associations demandent à avoir des subventions de fonctionnement et à fonctionner le moins possible avec des appels à projets qui vont, simplement mettre en concurrence les associations les unes avec les autres et qui en plus, sont construits simplement par, les municipalités sans, réel dialogue avec les associations. Donc ça, c'est quelque chose, auquel on aimerait, mettre un terme pour vraiment encourager les subventions de fonctionnement et puis avoir des financements pluriannuels aussi, des plans de financement pluriannuels pour que les associations puissent se projeter sur le long terme, en développant donc des projets qui vont être co-construits, entre les associations et la mairie, dans vraiment une perspective de coopération, de dialogue, ce qui n'est pas, forcément le cas aujourd'hui. Et on veut aussi, dans cette idée de soutien aux associations, donc, mettre à disposition par exemple des salles municipales. Voilà, parce que ça correspond, à un besoin, qui nous a été remonté. La troisième, alors c'est un peu plus peut-être un peu plus technique, enfin c'est peut-être moins connu, mais ce serait la budgétisation sensible au genre. Alors, la budgétisation sensible au genre, en fait, ça va permettre, c'est un outil qui va permettre, de voir comment est-ce que, l'argent public est utilisé. C'est pas seulement, faire un budget pour les femmes, ce qui, n'aurait pas tellement de sens en soi. C'est vraiment réfléchir à comment enfin, où va l'argent public? Et comment est-ce qu'il bénéficie réellement aux habitantes et aux habitants? Et comment est-ce que, l'utilisation de l'argent public va permettre de lutter contre les inégalités? Donc par exemple, on va réfléchir à, qui utilise les équipements sportifs de la ville ou qui va bénéficier des subventions culturelles ou alors qui occupe l'espace public quand il s'agit d'aménagement urbain. Et à partir de ce diagnostic-là, si l'argent, enfin les investissements publics profitent par exemple surtout aux hommes, à ce moment on va essayer de corriger ça. Parce que voilà, c'est une question de justice, que ça fait partie aussi de la lutte contre les inégalités entre femmes et hommes, fait partie des choses qu'on porte dans notre programme. Donc voilà, ça fait pas c'est un outil, en fait, extrêmement intéressant. Et si on regarde pas comment on dépense, l'argent public, à ce moment-là, on entretient sans le vouloir, les inégalités. Donc voilà, la budgétisation sensible au genre, c'est un outil très intéressant pour ça. Puis en fait, ça peut se décliner aussi, hein. Ça marche pour le genre, mais ça peut marcher, pour d'autres choses aussi. Pour savoir la part, par exemple, attribuée, à l'inclusivité, enfin voilà. Les gens ont de plus en plus besoin de savoir, qu'il y ait de la transparence sur comment on gère leur argent. Tout à fait, puis ça fait partie d'ailleurs des choses qu'on porte dans le programme, de rendre tous ces éléments-là beaucoup plus accessibles. Aujourd'hui, quand on voit les budgets, de la mairie, enfin, ils sont absolument illisibles. Donc on voudrait mener aussi un gros travail, pour pouvoir rendre ça beaucoup plus accessible. Pour que tout le monde puisse, s'approprier ces documents-là, les comprendre et puis intervenir du coup, beaucoup plus facilement dans le débat public. Tout à fait. Très bien. La seconde question, c'est la question de Claude, qui demande: «Pourquoi tant de divisions à gauche?» Alors, tout à l'heure, tu as évoqué les listes, hein. Je pense que tu as dit qu'il y en avait 2 d'extrême droite globalement, enfin, une pseudo. On n'a pas parlé forcément des autres listes de gauche, donc pourquoi tant de divisions à gauche? Qu'est-ce qui vous différencie des autres listes? Donc, je laisse répondre. Alors effectivement, à gauche, on a 5 listes. On a une liste lutte ouvrière, on a une liste place publique, une liste parti socialiste, une liste, citoyenne avec, des membres, d'ELV, à l'intérieur et puis donc, Union populaire Angoulême, notre liste. Donc effectivement, ça fait beaucoup de listes à gauche et on entend, régulièrement, quand on rencontre les gens que, Ouais. pourquoi est-ce qu'il y a autant de listes? Pourquoi est-ce que, l'union n'a pas été possible. Alors nous, en fait, ça a vraiment été toujours, ce qu'on a voulu, mettre en place dès le début quand on s'est lancé dans ces municipales, c'est réussir à avoir une union de la gauche. Sur les bases en fait, du programme, du NFP puisque cette union-là avait pu exister, on voulait simplement la poursuivre. Bon,
Malheureusement, on a eu une fin de non-recevoir, par place publique, et l'EPS. C'était pas pour des questions de personnes, mais c'était vraiment, en fait, une question de ligne politique et puis, d'écho aussi avec les positions nationales qui refusaient, les alliances avec la France insoumise. Et puis, en fait, le dernier groupe, donc Angoulême, collectif, qui est, la liste citoyenne, composée notamment de membres d'Europe Écologie Les Verts, on a eu beaucoup de discussions pour travailler sur cette, question d'union. On avait beaucoup de points d'accord, programmatiques, mais en fait, ils refusent toutes les étiquettes politiques et nous, ça nous semblait, important, en fait, de pouvoir, assumer tout simplement notre ligne politique à travers, en disant qui nous sommes et donc jusqu'au bout, on a essayé de mener cette union, mais face au refus, en fait, de gommer, enfin, face au refus plutôt, pardon, de leur part, d'assumer des étiquettes, en fait, ils, nous ont aussi fait une fin de non-recevoir. Voilà, donc les seuls avec lesquels on a pu réellement, faire l'union, c'est, avec le parti communiste qui lui s'est engagé pleinement, avec nous, pour ces élections municipales. D'accord. Et donc voilà, nous en fait, ça fait partie, tu me demandais, ce qui allait nous différencier. Par exemple, c'est notamment la question de la ligne politique. Parce que, face à une, liste qui se dit apartisane, et alors là, pour le coup, ça va au-delà de la question de la gauche, hein, parce qu'à droite, on a, plusieurs listes qui se disent, apartisanes. Heu, nous enfin, la question que j'ai envie de leur demander, c'est: «Oui, d'accord, mais alors, au sénatorial et pour qui allez-vous Tout à voter? Et au fait, présidentiel, avec qui tout allez-vous à donner fait. votre parrainage, en fait?» Ça, c'est quand même quelque ch enfin, c'est, je pense, mentir aux électeurs et aux électrices que, de dire: «Non, nous, on est en dehors de ce jeu partisan», et donc ça, c'est quelque chose qui, est très important pour nous à l'Union populaire, c'est qu'en fait, on fait pas semblant, d'être neutre. On assume complètement, des choix politiques qui sont cohérents, qui vont, défendre le service public, qui, on va refuser justement, ça c'est peut-être en fait le point qui nous distingue, des listes de gauche, enfin des autres listes, qui se revendiquent de gauche, c'est que, on prend position clairement sur la défense du service public, on refuse les délégations de services, public-privé, par exemple. Et voilà, je pen et puis après, il y a aussi la question de la lutte contre l'extrême droite où nous on se positionne, clairement, et pour l'instant les autres listes, restent assez, frileuses. Très bien. En fait, je reviens sur le point que tu disais par rapport, à ces listes qui se veulent Mmh. apartisanes. Effectivement, ça ne devrait pas exister. Parce qu'en fait, on devrait dire tout de suite: p on est des grands électeurs. Donc en fait, Mmh. ils seront les représentants des gens qui ont voté pour eux et au sénatorial. Donc c'est extrêmement important d'avoir une liste qui est claire sur les positions qu'elle va prendre, pour ces élections. Oui, c'est ça, et là pour le coup, enfin tout à l'heure, je parlais de l'enjeu d'éducation populaire aussi, qu'on essaie d'assumer, localement. C'est que en fait, les gens ne sont pas sont rarement au courant de la suite avec justement les sénatoriales, de comment ça fonctionne, que, les personnes élues, au niveau municipal vont élire les futurs sénateurs. Donc ça, c'est aussi, on essaie, d'expliquer, comment ça marche, et quand on rencontre des gens qui, par exemple, se sont opposés, à la loi Duplomb, ça, c'est un exemple très concret de, l'action du Sénat. Ouais. Puisque, là, pour le coup, qui est-ce qu'on veut aussi là? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui va pouvoir s'opposer, à ce type de loi, ou au contraire, est-ce qu'on est d'accord pour, réintroduire, la citoyenneté? Je passe à la question suivante, si ça te va. C'est la Mmh. question de Sacha qui demande: «La droite instrumentalise les questions d'insécurité. Que proposez-vous de votre côté?» Alors effectivement, on n'a pas exactement la même approche. Donc je disais tout à l'heure que, Xavier Bonnefond, le maire sortant, donc il veut mettre des drones. Il veut aussi, il y a une place à Angoulême qui fait beaucoup débat en centre-ville, parce qu'elle est, assez délaissée, et sur laquelle il y a eu, des petits troubles, à l'ordre public, donc lui, ce qu'il va proposer, c'est, poser un commissariat, sur cette place, alors qu'il y aurait beaucoup d'autres choses, en fait, à penser pour rendre cette place beaucoup plus vivante et lutter, contre les problèmes qui peuvent y exister. En fait, ce qu'il propose, c'est simplement de déplacer le problème, parce qu'effectivement, si, on on crée, enfin, on met, énormément de surveillance, à un endroit,
bon, bah, les problèmes qu'il pouvait y avoir à cet endroit et d'ailleurs c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans certaines zones d'Angoulême. Il y avait des points de deal par exemple, bah, sur cette fameuse place, justement en centre-ville, le Champ de Mars, il y avait, un point de deal qui existait. Il y a plus de pression policière, qui a été mise. Résultat, le point de deal a été déplacé. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut simplement déplacer les problèmes, c'est-à-dire créer finalement un traitement différencié des quartiers? On va accepter que dans certains quartiers, il y ait des troubles et tant que, par exemple, en centre-ville, tout va bien. Enfin non, c'est quelque chose qui est absolument pas acceptable pour nous. Donc, parmi les choses qu'on voudrait faire pour assurer, la tranquillité publique, ce serait d'abord, enfin, ce serait, rappeler, enfin, exiger en fait un renfort de l'État. Parce qu'il y a une confusion à l'heure actuelle entre, les compétences de la police municipale et puis, celles de la police d'État. Aujourd'hui, c'est pas, à la police municipale en fait d'assurer la tranquillité publique. On peut pas remplacer les baisses d'effectifs en fait de la police nationale et c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour lutter contre les trafics. C'est pas la police, municipale qui va lutter contre les réseaux de drogue parce que, ça suppose une police d'investigation. Donc c'est pas du tout le rôle de la police municipale. En fait, on veut, rompre avec cette idéologie de, vraiment du tout sécuritaire qui est, complètement démagogique. Quand, à Angoulême aussi, il y a, énormément de, caméras de vidéosurveillance et pourtant, ça n'empêche absolument pas, les actes de délinquance. Donc quand je parlais de déplacer les problèmes, en fait, c'est vraisemblablement ce qui se passe. Donc ça fait partie des choses qu'on va porter aussi dans nos premières mesures concernant la tranquillité publique. On va faire un audit sur la vidéosurveillance, pour réfléchir en fait à son utilisation et à son utilité dans la ville. Parce que, quand on a, bah, des listes de droite comme le maire sortant qui eux, veulent augmenter le nombre de caméras et mettre des drones, nous d'abord ce qui nous intéresse c'est de savoir si réellement c'est, des choses qui ont montré leur efficacité sur le terrain. On sait que dans d'autres communes, à Fontenay-sous-Bois par exemple, on a favorisé, le personnel de terrain pour aller au contact des habitants et des habitantes et qu'en fait, simplement cette présence humaine, sans avoir recours, à de l'hypersécuritaire avec, des caméras, simplement cette présence humaine avec aussi, de la médiation, de la prévention et puis une police, de proximité, donc que les gens connaissent et avec lesquels il y a un réel dialogue, ça permet en fait de, garantir, une meilleure tranquillité publique. Et donc, quand je parle de médiation, c'est aussi travailler avec, impliquer les travailleurs sociaux, les déployer en fait, sur le terrain, dans tous les quartiers, pour prévenir la délinquance. Il y a une question de prévention, parce qu'il faut former aussi, les jeunes aux bons réflexes, parce que, pour qu'ils puissent, désamorcer en fait tout ce qui est, méthode de recrutement, des réseaux de délinquance, et puis, comprendre la logique des RICS aussi pour, entre quartiers pour sortir de tout ça. Donc c'est en amont en fait, qu'on va faire ce travail, de prévention et puis après, quand on parle aussi de tranquillité publique, il faut aussi pen et de limitation de la délinquance, il faut aussi penser à la question de la réinsertion. Comment est-ce qu'on fait pour, limiter la récidive? C'est des choses aussi sur lesquelles on peut avoir, bah, une action en tant que commune. On peut par exemple, développer des ateliers de justice, restaurative. On peut aussi employer des personnes, pour des travaux d'intérêt généraux. Donc ça fait partie enfin on a tout un éventail en fait de mesures possibles, pour garantir cette tranquillité publique. Et le dernier point, mais qui est transversal et que j'ai déjà un peu abordé, c'est, la question de la lutte contre les discriminations. Donc ça passe par des choses, assez précises dans notre programme. On veut d'abord donc faire un état des lieux avec un observatoire, de lutte contre les discriminations qui va être chargé d'analyser, vraiment ce qui se passe, dans chaque quartier. Et puis à partir de là, donc on va déployer, mettre en œuvre toute une politique, publique de lutte contre les discriminations avec un office municipal qui va être capable d'accueillir, les témoignages de personnes qui subissent des discriminations et puis aussi, avec, la possibilité pour la ville de se constituer, partie civile dans le cadre de procès, quand, bah, justement il y a des discriminations pour lutter vraiment aux côtés des victimes. Et puis enfin, de la prévention, donc en intervenant, auprès des scolaires, pour développer, les bons réflexes,
auprès des futures citoyennes et citoyens et habitants de la ville. Je pense que c'est assez complet, c'est assez vaste et en fait, sans aller dans le tout sécuritaire, en fait, on peut réfléchir quand même à la question de la tranquillité publique et puis, déployer des mesures qui vont, servir, les habitantes et les habitants. Je pense pas qu'il y ait d'autres programmes qui soient aussi complets sur cette question-là, parce que tu as quand même évoqué, 4 à 5, mesures à ce niveau-là qui peuvent être mises en place. Je passe à la question suivante, la question d'Élie. Alors peut-être tu vas devoir m'expliquer c'est quoi l'abréviation qu'il a utilisée, mais que comptez-vous faire pour le FIBD? Alors le FIBD, c'est le Festival international de la bande dessinée, donc j'évoquais, au tout début de notre entretien. Ouais. Donc c'est un festival de bande dessinée qui a lieu, tous les ans à Angoulême, bon sauf, cette année où c'était un petit peu particulier. Donc ça a lieu fin janvier. Donc c'est l'une des vitrines de la ville parce que, c'est un festival qui amène énormément de monde, qui devrait permettre aux auteurs et aux autrices, et aux maisons d'édition indépendantes locales, de se faire connaître aussi. C'est un festival qui va permettre aussi aux commerçantes et commerçants, d'assurer, une partie de leur chiffre d'affaires de l'année, notamment pour les librairies locales. C'est quelque chose, enfin c'est un festival, extrêmement important. Et en fait, ce festival, ça faisait, des années que, le maire était interpellé parce que, il y avait, à la fois, des opacités, enfin une opacité, financière parce qu'il était géré, par 9e art, une entreprise privée, mais bon voilà, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Il y a eu aussi, des problèmes, liés, à des VHSS, au sein de l'équipe, de 9e art. Enfin, ça a été, vraiment voilà, le maire a été interpellé, pendant des années en disant: «Attention, vraiment, il y a des difficultés, attention». Le festival aussi, il y a une dizaine d'années, avait été interpellé, enfin, il y avait une grosse mobilisation des autrices, de bande dessinée parce que, leur, travail, n'était absolument pas, représenté dans la sélection, de bandes dessinées qui, étaient en lice pour recevoir, le prix, du festival. Donc voilà, c'est jalonné depuis plusieurs années de difficultés, face auxquelles, le maire a fait la sourde oreille, si bien que, cette année, le festival n'a pas eu lieu. Parce que la dernière chose à faire quand on prévient et que, les pouvoirs publics ne font rien, au bout d'un moment, il faut établir un rapport de force et donc les artistes, auteurs et autrices, ont décidé tout simplement de boycotter le festival. Donc comme les artistes, auteurs, autrices boycottaient le festival, forcément les maisons d'édition se sont désengagées. À partir du moment où il y a plus, d'artistes, auteurs, autrices et où il y a plus de maisons d'édition, le festival ne peut plus exister. Donc là, le maire s'est retrouvé, dans l'obligation d'essayer de sauver l'événement, de faire quelque chose, parce que sans ça, en fait, c'est toute une partie de l'économie locale, qui, était en très grande difficulté. Donc il a, mis autour de la table, les associations locales, les collectifs, les maisons d'édition locales, des commerçantes, des commerçants pour essayer d'organiser, quelque chose localement. Donc ça a été, le grand off, qui a eu lieu, fin janvier et qui a été, extrêmement, dynamique grâce aux associations, grâce aux collectifs, d'auteurs-autrices, grâce aux maisons d'édition locales, aux auteurs-autrices locales. Et pas tellement grâce, au maire, même s'il aimerait, avoir les lauriers de cette, réussite. Mais reste la question de que fait-on pour la suite? Le maire a proposé, environ 500 000 € de subventions à partager entre, les associations, les commerçants, les commerçantes, pour les soutenir parce que, forcément l'événement qui a eu lieu cette année n'a pas eu le même impact que, le FIBD habituel. Ouais. Mais ça reste malheureusement assez, enfin les critères d'attribution en fait n'ont pas été, clairs, d'emblée, notamment pour les commerçants, les commerçantes en fait, les critères d'attribution de ces aides leur ont été, signalés que, début février, je me souviens plus exactement, c'était au début du mois. Alors que, bon, l'événement avait eu lieu quand même, bien avant, et l'organisation surtout avait dû se mettre en place, bien avant. Et donc on arrive là, par exemple, j'ai discuté avec un restaurateur, il y a quelques jours qui m'expliquait que sur la période du festival, par rapport aux années précédentes, il avait, eu, environ, 5 000 € de moins que, en période, de festival habituelle. Donc pour lui, 5 000 € ça représente, quand même, C'est beaucoup. c'est assez conséquent, voilà. Ouais. C'est juste, c'est enfin, juste sur 4 jours, hein, donc bon et
Et donc il a fait une simulation pour savoir, ce qu'il pouvait, avoir comme aide grâce aux aides, promises par le maire. Et bien, en fait, il ne peut avoir que 200 € d'aide. Et pour pouvoir y prétendre, il faut qu'il fasse appel à un expert comptable, donc ça suppose aussi des Ah! frais. Donc finalement, en Il fait, aura rien. d'autant qu'il y a encore un autre élément, c'est que normalement il y a un plafond, enfin pas un plafond, plutôt un plancher pour ces aides qui est de 500 €. Donc lui qui, d'après les simulations est à 200, en fait, ne sait pas si est-ce que ça veut dire que son aide va être réévaluée à 500 € ou est-ce que ça veut dire au contraire que comme il est en dessous du plancher, bah, il aura rien du tout? C'est ça. Il y a une opacité complète, donc on sait pas en fait, où va cet argent. Là, il y aurait un besoin de clarification. Après concernant la projection, 2027 pour le festival de la bande dessinée, nous ce qu'on défend avec, l'Union populaire Angoulême, c'est vraiment, un festival qui soit à la fois, universaliste, émancipateur et populaire. Et c'est important de souligner le populaire parce qu'en fait, le billet d'accès au festival était devenu extrêmement cher. Alors c'est probablement une façon de limiter l'affluence, mais si c'est le cas, c'est, quand même assez problématique parce qu'on fait une sélection sociale, des festivaliers, festivalières et on en vient en fait à exclure toute une partie, notamment des habitantes et des habitants d'Angoulême. Ça, on s'en rend bien compte, quand on va en porte à porte. En fait, dans les quartiers populaires, il y a peu de gens qui participent, au festival parce que, tout simplement, le coût du billet est beaucoup trop cher. Donc ça fait partie, des choses sur lesquelles, on voudrait agir et puis on voudrait établir une charte en fait de refonte complète, du festival, avec une meilleure reconnaissance des métiers de la bande dessinée, une amélioration des conditions de travail et d'accueil, des artistes, auteurs et autrices. Parce que par exemple, il y a des espèces de grands stands qu'on appelle les bulles, où, les artistes, auteurs et autrices, attendent toute la journée pour faire des dédicaces. Bon pareil pour les éditeurs et éditrices, en fait, ils ont un stand et ils sont là toute la journée. Et ils n'ont même pas en fait de toilettes spécifiques qui leur est dédiée. Enfin, ça fait partie des Waouh! besoins, Humain de base. de base qui ne sont même pas assurés, par le festival. Et quand, ils ont osé, poser ça comme revendication, enfin, nécessité pour un accueil, digne, on leur a un petit peu ri au nez. Parce que mon Dieu, que sont ces personnes qui demandent d'avoir des toilettes? C'est évident, en fait. Ça l'est pas pour tout le monde apparemment. Oui, oui, c'est ce que je vois. Mais oui, oui, ça devrait être évident. Et donc j'évoquais aussi tout à l'heure le fait que, voilà, il y a eu, ce scandale, donc d'une personne qui était, employée par, 9e art, donc l'entreprise, qui organisait le festival et qui, donc a été victime d'un viol qui n'a pas été reconnu. Donc là aussi, il y a tout un travail de lutte, enfin qui n'a pas été reconnu par 9e art et là, donc il y a tout un travail de lutte contre, les violences, sexistes et sexuelles, à travers, de la prévention, notamment, donc à mettre en place. Et puis, bien sûr, donc soutenir, l'organisation du festival off, parce qu'en fait le festival, enfin là tout ce dont je viens de parler, ça concernait, le festival, in, mais il y a aussi tout le festival off, donc celui qui a un petit peu existé cette année avec, des éditions indépendantes, avec, des auteurs, autrices, qui vont, exposer leur travail. Donc là, je pense, un soutien, volontaire à mener de la part de la municipalité, pour encourager, et maintenir en fait cette effervescence, notamment qu'on a connue, un petit peu cette année. Et c'est indispensable en fait au maintien de la dynamique culturelle, pendant le festival, mais aussi de manière plus générale pendant toute l'année, dans la ville. Parce que ce qu'on voudrait, c'est avoir un festival qui soit pas simplement, présent 4 jours par an, mais qui puisse au contraire, s'étendre au-delà de ces 4 jours avec, notamment les expositions qui pourraient durer un petit peu plus longtemps pour être, plus accessibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des expositions où il faut faire, bah, une demi-journée de queue et puis, bah, en dehors enfin une fois le festival terminé, l'exposition est terminée. Donc, à moins d'avoir une demi-journée à perdre, dans le week-end, en fait, on voit pas l'exposition et ça, c'est un problème pour l'accessibilité du festival. Outre les questions de tarification des entrées, il y a aussi cette question de durée des expositions, pour être beaucoup plus accessible, à toutes et tous. Merci à toi. Est-ce que ça te va si je passe à la question suivante? Oui, très bien. Le secteur de l'image, cinéma d'animation, jeux vidéo, illustration, et cetera, traverse une crise majeure. Dépendance aux fluctuations du marché, beaucoup d'intermittents perdent leur statut, les studios ferment. Quelle serait votre stratégie pour pérenniser nos emplois dans la région et aussi des médecins, des dentistes?
et un hôpital qui fonctionne. Donc en fait, c'est beaucoup de questions en une là. Effectivement, bah, je vais commencer par la fin. Sur la question de la santé, je l'ai déjà évoqué, mais nous, Oui. enfin, on sait qu'effectivement, il y a un gros problème, je crois qu'à Angoulême, il y a environ un peu plus de 8 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant à l'heure actuelle. Donc il y a ouais, Non. c'est donc on a besoin vraiment d'un centre de santé, municipal qui va pouvoir amener de nouveaux médecins dans la ville. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a des cabinets qui sont prêts, enfin qui ont des contacts et qui sont prêts en fait, qui accueillent déjà pardon, des internes et qui elles et eux aimeraient s'installer dans la ville. Donc il faut leur offrir cette possibilité de s'installer ici, avec notamment ce centre, de santé municipal qui pourra les salarier et qui garantira aussi, aux habitantes et aux habitants de ne pas avoir, notamment de d'augmentation des honoraires. Après sur la question de l'hôpital, bon, effectivement, la mairie sera au conseil de sécurité de l'hôpital. Alors nous, ce qu'on voudrait quand même, c'est ce qu'on porte, dans notre gouvernance, c'est le partage, au niveau des compétences au niveau du conseil municipal, que le maire, n'ait pas tous les pouvoirs. Et donc ça nous semblerait par exemple logique que ce soit, l'adjoint à la santé qui soit, au conseil de sécurité de l'hôpital. Mais, ces pouvoirs resteront quand même malheureusement limités. Donc bien sûr, on s'opposera à la fermeture des lits et on fera, tout pour défendre, l'hôpital public. Mais, en fait, ça dépend aussi de décisions nationales. Donc il faut savoir qu'au niveau national, en fait, il y a que, la France insoumise et le parti communiste, qui ont voté justement, qui se sont opposés à la casse de l'hôpital public. Donc ça fait partie des choses que nous, on va relayer, en local. Après sur, la question de l'image, enfin du secteur de l'image, Oui. effectivement, aujourd'hui, il y a, enfin, c'est un secteur en crise, il y a une baisse des commandes, notamment des grandes plateformes, qui, produisaient et qui produisent encore, des films d'animation. Donc c'est une crise vraiment qui frappe, les travailleurs et travailleuses, de ce secteur-là en Angoulême. Il y en a beaucoup qui pensent même aujourd'hui à se reconvertir parce qu'il y a des difficultés à trouver des contrats. Mmh. Il y a une mise en concurrence qui est vraiment, brutale en fait entre les différents, travailleurs, travailleuses. Et d'autant qu'en plus, c'est un secteur qui est aussi déjà marqué par la précarité parce que c'est souvent des contrats courts. Donc oui, il y a un réel problème, mais ça, je vais pas mentir, en promettant, monts et merveilles. En fait, ça dépend, beaucoup du national. Alors ce que peut faire la ville, ça va être, protéger les habitantes et les habitants, à travers, une politique sociale. Bon, j'en ai déjà évoqué quelques éléments, mais on peut, j'en ai pas parlé, mais on peut par exemple aussi, s'opposer par exemple aux coupures, d'eau ou d'électricité. Ça fait partie des choses, qu'on peut mettre en place. Mais en dehors de la protection sociale, c'est compliqué, pour la ville en fait, on ne peut pas, assurer d'emploi dans le secteur, de l'image. En revanche, on soutient bien sûr et récemment, on a soutenu là une manifestation organisée par le SNTPCT, qui est donc un syndicat, d'artisanes et d'artisans du film, qui revendiquait, simplement, des augmentations de salaire, la reconnaissance aussi d'avoir, 11 jours fériés, par an contre seulement 5 aujourd'hui et puis avoir des garanties claires sur, l'usage de l'intelligence artificielle. Alors ça par contre, ça fait partie, des choses qu'on a dans notre programme. C'est-à-dire que la ville s'engagera à ne pas avoir, recours à l'intelligence artificielle pour tout ce qui est, création visuelle, et communication visuelle de la ville. Sachant que c'est pas le cas aujourd'hui justement. Alors qu'on a, un vivier extraordinaire, d'artistes, à Angoulême, la ville, utilise régulièrement l'intelligence artificielle, pour ses communications. Donc nous, c'est pas du tout, l'angle que l'on va choisir. Au contraire, on va, encourager, la commande publique artistique, notamment et principalement à destination des artistes, d'Angoulême et des artistes donc, émergents, émergentes. On veut aussi, les aider, concrètement, sur le terrain avec une mise à disposition de locaux vacants pour des ateliers ou pour des résidences ou aussi pour avoir, des espaces, d'exposition. On a des artistes plasticiens aussi ou plasticiennes qui, demandent et sont en recherche de locaux, avec beaucoup d'espace pour pouvoir créer. Ça fait partie des choses, en fait, pour lesquelles la municipalité, peut aider. Hem, je parlais aussi de soutenir donc financièrement la création artistique locale. Ça peut passer donc, par, la création d'un fonds municipal, en développant par exemple, l'artothèque, mais en créant aussi une galerie municipale. Ça fait partie des choses qui sont dans notre programme.
et puis en travaillant bien sûr sur la programmation, culturelle, et événementielle, de la ville. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place pour essayer d'encourager un petit peu, d'aider un petit peu, mais voilà, je rappelle que dans tous les cas, l'essentiel se fait au niveau national et que, nous, on est surtout là pour protéger, le plus possible en fait, les artistes, les accompagner, dans leur création. Oui. Et après du coup, pour le reste, c'est un travail d'équipe avec les députés qui sont élus, à l'Assemblée nationale? Tout à fait, et on a la chance d'avoir un député France Insoumise et qui justement, se bat lui, à l'Assemblée sur ces sujets-là notamment. Très bien. Merci, merci beaucoup. La question qui suit, c'est pareil, c'est sans pseudo, mais c'est pas grave. Que feriez-vous pour soutenir les causes LGBT locales? Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu quand je parlais de la lutte contre les discriminations. Oui, Mais en premier lieu, je voudrais d'abord parler du soutien aux associations, en fait, parce qu'on a, plusieurs associations, LGBT à Angoulême et bien sûr, elles bénéficieront de ce soutien aux associations, que ce soit, sur la question des subventions que j'évoquais, au début de notre interview, mais aussi sur la question de mise à disposition, de locaux, par exemple, enfin tout ce qui est soutien aux associations, bien sûr, ces associations vont en bénéficier. Après, on veut aussi, vraiment s'attaquer à cette question et notamment à la question de la discrimination envers, les personnes, LGBT avec, par exemple, des marches exploratoires, pour, comprendre comment ces discriminations se construisent dans la ville. Hem et puis, donc ça va venir enrichir en fait, le travail, de l'observatoire de lutte contre les discriminations qu'on veut mettre en place. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il y a ça va être relayé ensuite, par l'office municipal pour recueillir les témoignages et accompagner, les victimes de discrimination. Et après, il y a aussi tout le volet éducation populaire où, on veut donc, notamment, créer une université d'éducation populaire qui, va aussi travailler, à déconstruire, les schémas, et qui amènent ensuite, à discriminer, les personnes LGBT. Et voilà, donc il y a ce travail-là, vis-à-vis, des Angoumoisiennes et des Angoumoisins. Après, ce qu'on porte aussi, c'est un travail de formation, enfin une politique de formation des agentes et des agents, que ce soit à la fois, dans l'administration, mais aussi dans les centres de santé. Parce que, on veut veiller à ce que la prise en charge, des personnes, trans, par exemple, ne soit pas, discriminante. Que ce soit par, refus de soins ou en leur donnant des horaires spéciaux ou, en les appelant, par, le mauvais prénom ou en les mégenrant. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nécessitent, en fait, une formation préalable et qu'on veut, nous, proposer, donc aux agents, aux agentes, municipaux. Il y a aussi la question de la prise en charge gynécologique, notamment, des personnes lesbiennes, pour laquelle il faut aussi, de la formation des agentes et des agents. Et puis dans l'administration, bien sûr, le mégenrage, notamment ou, l'utilisation, du dead name, suppose, une formation et une sensibilisation des agents et des agents pour éviter, ce genre de choses qui peut être vécu de façon extrêmement blessante par les personnes concernées. très bien. Tu as parlé d'université d'éducation populaire, ça me fait un petit peu penser à la Volkshochschule en Allemagne, donc c'est l'école du peuple. Mmh. C'est des cours qui sont globalement pas chers et accessibles à tous. Comment ça se passerait, cette université? Parce qu'en fait, c'est bien de faire des cours pour les LGBT, par exemple, pour, l'ouverture, pour comprendre comment les respecter ou les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais ce sera des cours qui seront payants ou comment vous Alors envisagez cette université? du tout, c'est là pour le coup, non, c'est une université populaire, municipale, donc ce sera, totalement gratuit pour être accessible à toutes et à tous. Super et ce sera du coup sur le site, de la mairie et facilement accessible, telle date, Oui, tout à fait, puis ce sera relayé, localement aussi, dans les comités de quartier, via les associations aussi, parce que ce sera aussi un travail en partenariat. Donc ce sera l'information sera diffusée, dans toute la ville, pas seulement, sur, le panneau d'affichage, de la ouais, mairie. super concept. La question suivante, c'est la question de Laurine. Je suis venue à votre meeting de lancement de campagne et j'aurais aimé avoir des précisions concernant votre politique de rémunération pour les agents et agentes de la ville. Ah, bah, c'est l'occasion de dissiper un malentendu. Ah! Hem, Ah bon? oui, parce que certaines personnes apparemment ont
mal compris, ce que j'ai pu expliquer. En fait, ce qu'on propose, c'est que tous les enfin ce qu'on propose, c'est un salaire plancher, en fait, pour les agentes et les agents, municipaux. Un salaire plancher qui serait de 1 600 € net sans les primes. Ce serait vraiment le salaire minimum. Aucun agent et aucune, agente municipale serait payé en dessous de ce plancher. Et après symboliquement, en fait, on s'engage à ce que, la mère n'ait pas une indemnité qui soit 2 fois, supérieure, enfin plus de 2 fois supérieure à ce salaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le salaire, des agents et des agentes municipaux qui, est forcément à 1 600 € minimum, et de l'autre côté l'indemnité, de la mère, en l'occurrence, qui ne sera pas au-dessus de, 3 200 €. Voilà. C'est l'occasion, bah, d'éclaircir ce point parce qu'effectivement, il y avait eu, une petite incompréhension. Très bien. Bah, je pense que ça répond bien à la question de Lauride, merci. J'ai encore quelques questions, j'espère que ça te va. La prochaine, c'est Mmh. celle de Jean-Louis qui demande quels sont vos grands projets d'aménagement? Alors, dans nos grands projets d'aménagement, alors dans ceux qui sont, prévus, on sait qu'il y a, un besoin d'équipements sportifs dans la ville, notamment de city-stades, d'équipements de quartier. Donc ça fait vraiment partie, des choses dans lesquelles, on veut, investir dès le premier mandat, heu, en concertation, en impliquant vraiment, les habitantes, les habitants et puis aussi les clubs sportifs et les associations. Donc la question des équipements sportifs. On a aussi, la question de la voirie, je l'ai déjà évoqué, mais ça fait partie alors ça pour le coup, c'est un projet à long terme, hein, parce que la voirie actuelle est dans un état, tellement, abîmé que, voilà, il faut au moins prévoir 2 mandats pour pouvoir, tout refaire. Et puis aussi, la création d'un chemin, alors que nous on a appelé Rempart et Charente. En fait, c'est parce que quand on arrive à Angoulême, quand on arrive, à la gare d'Angoulême et qu'on veut, remonter par exemple, vers le centre-ville ou alors, aller, vers, le quartier de l'Image, on passe dans des rues qui sont, très, passagères avec, des voitures, enfin qui sont pas, très agréables en fait. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'aménager un parcours qui puisse, à la fois, permettre de relier le secteur de l'Image et puis, le centre-ville depuis la gare, qui puisse permettre de mettre en valeur notre patrimoine, notamment, bah, les remparts, d'Angoulême, hem et puis, les bords du fleuve Charente, et qui puisse permettre en fait aux piétons de sortir de, ces voies, actuelles, qui sont, pas agréables, du tout. Donc il y a un élément, touristique de valorisation pour le tourisme avec ce projet. Et puis sur des projets à plus long terme, ce qu'on veut étudier, c'est, la création d'une salle multisport, sur, une, friche, qui s'appelle, la SNPE. Et alors là, pour le coup, ce sera un projet à développer avec, le Grand Angoulême, donc l'agglomération. Une salle multisport qui permettrait, notamment, par exemple, des compétitions régionales de gymnastique, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une demande, mais on n'est pas en mesure de pouvoir en accueillir à Angoulême. Qui permettrait aussi d'avoir, des salles pour les sports de combat et pour d'autres sports également. Il y a un réel besoin, des clubs, qui nous a été remonté. Et autre, projet à l'étude, ce sera aussi, la création ou la réouverture d'une piscine municipale couverte. Je dis réouverture parce qu'en fait, il y en a eu, il y a longtemps à Angoulême, il y avait plusieurs piscines municipales dans plusieurs quartiers. Et puis, le choix a été fait d'ouvrir, un grand, centre, en périphérie, enfin dans le Grand Angoulême, mais, qui est pas forcément accessible, qui peut poser, des difficultés en termes d'accueil, notamment pour les scolaires. Comme notre objectif, c'est que, bah, tous les enfants, apprennent à nager, et qu'ils sachent nager en fait quand ils rentrent au collège, la création d'une piscine municipale couverte, nous semble, vraiment intéressante. Donc ça fera partie des projets qu'on va mettre, des grands projets qu'on va mettre, à l'étude. Très bien, merci. La question suivante, c'est celle d'Alexei. Selon l'adage, la valeur d'une société réside dans la manière dont elle traite les animaux. Ma question est donc, que comptez-vous faire pour le bien-être des cochons d'Inde du jardin vert? Bah, c'est l'occasion d'aborder la question de la protection animale, parce qu'on a aussi, une partie de notre programme qui est dédiée à ce sujet. Donc ce qu'on veut mettre en place d'abord, c'est un principe de lutte, de manière générale contre, la maltraitance animale. Donc pour ça, on va intégrer
le bien-être animal dans les critères, d'attribution des marchés publics. Comme, par exemple, pour la restauration scolaire, on va proposer notamment une option végétarienne en fait, pour tous les repas. On veut aussi créer une délégation qui va, vraiment s'occuper de la condition, animale, à une membre ou un membre du conseil municipal. Donc une personne qui sera dédiée, à ce domaine-là. On veut aussi créer des espaces verts avec, des zones qui vont être, dédiées, aux animaux, que ce soit, les animaux, domestiques, mais que ce soit aussi, la faune sauvage. En fait, il s'agit vraiment de penser comment est-ce qu'on cohabite, avec le vivant dans la ville. On aura des espaces, refuges, en fait, qui seront aménagés pour les animaux sauvages et puis des campagnes de sensibilisation et d'information sur la condition animale, de manière générale. Je parlais là de créer des espaces, refuges pour la faune sauvage, mais ça passe donc aussi par la préservation des milieux avec, des zones qui vont rester, ensauvagées et donc ça suppose aussi de réfléchir, à comment on lutte contre les espèces invasives. Donc pour ça, nous, on veut mettre en place des méthodes, éthiques, notamment pour la contraception, par exemple, des animaux, luminaires. Je pense aux pigeons, par exemple, plutôt que de les tuer à la carabine comme c'est fait actuellement, Ouais, tout à fait. on pourrait plutôt, voilà, avoir des pigeonniers, dans lesquels on pourrait, récupérer les œufs pour, limiter en fait, la prolifération des pigeons. On veut mettre en place aussi une campagne de stérilisation des chats et des chiens errants pour stabiliser les populations et limiter, la prédation des oiseaux ou des mammifères. Et puis la question animale, c'est aussi, comment est-ce qu'on va, accompagner les personnes qui ont des animaux domestiques, dans la ville? Hem, on a été, confrontés à des situations de personnes, par exemple, qui devaient être hospitalisées et parce que ces personnes étaient isolées, elles n'avaient pas de solution de garde pour leurs animaux de compagnie. Donc ça fait partie des choses, auxquelles on voudrait trouver une solution avec notamment le CCAS et puis, les refuges, locaux. On voudrait aussi encourager la présence d'animaux dans les EHPAD publics, parce qu'on sait que, sur le plan affectif, c'est quelque chose d'important. Et puis dernier point, on voudrait aussi mettre en place une aide financière pour les personnes les plus précaires, pour pouvoir, payer, les soins vétérinaires, pour leurs animaux de compagnie. Voilà, ça fait partie, je pense des grands axes qu'on défend pour la protection animale, au niveau municipal. Sur les propositions de L214 notamment, pour construire cette partie-là du programme. Ouais, en tout cas, on voit que ça fait, plus d'un an que vous travaillez dessus. Ça permet de rebondir sur la question de ma maman qui demande: «Qu'est-ce que vous proposez en matière d'écologie?» Alors là aussi, c'est très très complet. Hem, en premier, enfin, ce qui devrait, ce qui va tout orienter, en fait, dans notre politique en matière d'écologie, ça va être la mise en place d'une règle verte, au cœur de la politique publique. Ça va nous permettre de structurer, en fait, la planification écologique sur le long terme et puis, en fait, ça va se séquencer en 3 étapes. D'abord, on va dresser un état des lieux des ressources et puis des besoins. Ensuite, on va développer, hem, cet état des lieux pour mieux maîtriser, le bien commun et l'espace commun et puis après se préparer aussi aux conséquences du changement climatique. Donc pour dresser l'état des lieux, d'abord le premier point, il faut qu'on puisse connaître les ressources de la commune et puis, les points un peu plus compliqués aussi de la commune. C'est-à-dire, par exemple, les sources d'émissions de gaz à effet de serre ou les zones de pollution, les zones de production de déchets, l'état de la biodiversité aussi, où est-ce qu'on en est aussi sur la question de l'artificialisation des terres. Tout ça, on a besoin de refaire un diagnostic, précis. On a besoin aussi de recenser les friches sur la commune pour pouvoir, transmettre en fait, des données qui soient les plus proches de la réalité et pour mieux utiliser, le territoire. Hem, on a besoin aussi de protéger, du coup, ces milieux naturels. C'est pour ça que savoir où il y a des friches et où il y a des friches qui comportent des milieux naturels, c'est extrêmement important. Donc pour protéger, les milieux naturels, il faut aussi savoir, s'ils présentent par exemple, des pollutions dans certaines zones, pour en empêcher l'accès par exemple, ou en empêcher l'usage, aussi, pour éviter les dangers à la fois pour les habitantes et les habitants, mais aussi pour, le milieu naturel. Hem, on a besoin aussi de bien connaître les besoins des habitantes et des habitants. Alors ça, pour le coup, on a quand même une petite idée parce que, voilà, on a fait cette enquête de terrain dont j'ai beaucoup parlé.
On sait que les personnes les plus précaires, c'est, les personnes qui vont être les premières impactées par les effets du changement climatique. Tout à fait. Donc là, quelque chose d'extrêmement important à faire en termes d'isolation thermique, des logements notamment. L'écologie en fait, pour nous, c'est une écologie sociale et donc nos premières mesures en termes d'écologie, elles doivent se porter aussi sur les personnes, les plus précaires avec, de l'isolation des bâtiments, notamment dans les bâtiments, dans les logements social. On sait aujourd'hui que, il y a des personnes qui, l'été sont obligées de quitter leur logement parce que la température est juste, invivable. Ouais. Donc, voilà, il y a quelque chose à faire sur ce plan-là. Hem, on veut aussi bien sûr, isoler, les bâtiments publics, ce qui nous semble, essentiel, par exemple dans les écoles. Aujourd'hui, il y a des écoles, qui sont obligées de fermer, plusieurs jours, parce que justement il y a des problèmes, d'isolation, il y fait beaucoup trop chaud, donc mais tout ça en fait ça doit se planifier. Hem, Ça doit se planifier dans le temps en fait, avec un objectif à terme de, réduction de l'empreinte, écologique, communale. Et donc quand je dis réduction de l'empreinte écologique communale, ça passe en fait par une maîtrise de ce qu'on va appeler les biens communs, c'est-à-dire de l'eau, de l'énergie, de l'air ou du sol. Pour l'eau par exemple, on veut proposer les 15 premiers mètres cubes d'eau gratuits. Donc c'est une mesure qui à la fois va conserver le pouvoir d'achat, mais qui va aussi être une mesure écologique parce qu'elle lutte contre la surconsommation d'eau. Au-delà en fait de ces 15 premiers mètres cubes d'eau gratuits, il va y avoir une tarification progressive. Donc c'est une façon d'inciter en fait aussi, à l'économie, d'eau. Donc ça, c'est une mesure qui va concerner, l'agglomération pour le coup, c'est pas spécifique, à notre commune. Hem, on veut, alors je fais une petite incise, mais sur la question de l'eau, on veut aussi, la rendre beaucoup plus accessible avec, plus de fontaines à eau dans la ville et puis des bains-douches aussi qui soient, accessibles, à toutes et tous. Ah bien! Ouais. Bah, ça fait partie des choses, voilà, qui nous ont été remontées et qui effectivement, peuvent être utiles à une partie de la population. Sur la question de l'énergie, donc on prévoit un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments publics, avec bien sûr des matériaux écologiques. On veut aussi mettre en place un éclairage public, LED, qui va pouvoir Ouais. aussi aux économies d'énergie, avec à chaque fois en fait un objectif, d'autonomie énergétique de la ville et de l'agglomération, en encourageant la production d'énergie, renouvelable. Mais tout ça à chaque fois, géré, de façon publique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu enfin, il y a quelques panneaux solaires qui ont été mis, sur les toits d'écoles, mais c'est une délégation de service public et ça, c'est pas ce qu'on porte avec l'Union populaire Angoulême. Sur la question de l'air, bon, bah, on se positionne très clairement en refusant, des projets, écocides comme, les projets d'incinérateurs. Il y a eu un projet d'incinérateur, récemment à Angoulême. Si jamais, un projet similaire devait revoir le jour, on s'opposerait clairement à ce type de projet. Après sur la question des sols, Mmh. Ouais. nous alors clairement on prend position pour s'opposer contre l'étalement urbain, notamment, via des amendements du PLUI et on veut vraiment prévoir la préservation et la sauvegarde de terrains qui seront, non constructibles, pour garantir en fait, la préservation des sols. Hem Donc ça fait partie, la question de la préservation des sols et de la lutte contre cette artificialisation, Mmh. ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place, notamment pour, agir contre, les inondations. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec, le changement climatique, ça arrive de plus en plus. En ce moment, il y a de gros soucis d'inondations, à Angoulême. Donc on veut, le plus possible créer des zones, qui permettront en fait aux eaux pluviales de s'infiltrer pour limiter, l'impact des futures inondations. On veut mettre en place aussi un plan canicule pour lutter, face à la chaleur, en répertoriant des lieux qui vont être, adaptés pour l'accueil des personnes les plus vulnérables, qui, par exemple, n'auraient pas les moyens n'auraient pas d'endroit où se mettre à l'abri, en période de canicule. Il faut absolument qu'on sache où ces personnes, peuvent aller pour, pouvoir, être au frais. On veut mettre en place aussi, avec, une actualisation du plan de prévention des risques. On veut permettre, de prendre en compte tous les effets attendus du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc là, il y a un réel travail à faire. On veut créer aussi des îlots de fraîcheur, développer les espaces verts avec, pour un objectif à terme qui est, un logement qui n'ait pas d'espace vert, à moins de 400 mètres. Ah! Voilà, ça fait partie Ça, de c'est bien.
les grands axes qu'on veut développer pour, notre politique en matière d'écologie. Super. Ouais, je pense que ça répond bien à la question de Manon. Je pense Mmh mh. qu'on a pu faire le tour. Il me reste 2 questions. Après, j'aurai une dernière question personnelle et on pourra clôturer si ça te va. Alors, j'ai une Très bien. question de Jordan qui te demande: «Mais où trouvez-vous toute cette énergie?» Eh bien Jordan, je pense que donc on peut mettre en place à Angoulême, il y a une réserve immense, donc en fait, voilà, je ne manquerai jamais d'énergie. C'est ça. Et la question de Vincent: «Quelle est votre plus grande fierté et qu'est-ce qui vous donne espoir?» Alors ma plus grande fierté, bah, j'ai déjà un peu évoqué, enfin je l'ai pas formulé en tant que fierté, mais prendre de la place en fait dans cette campagne municipale, qui est majoritairement, orchestrée par des hommes, en tant que femme et être, je l'espère la première re maire femme d'Angoulême, ça c'est une fierté. Mais je pense que la ma plus grande fierté, en réalité, c'est la fierté de demain. C'est la fierté, quand on sera, à la mairie et qu'enfin le quotidien des habitantes et des habitants va commencer à changer. Donc voilà, ouais, ma plus grande fierté, c'est celle de demain. Quand on commencera vraiment à pouvoir avoir une action sur la vie quotidienne, des Angoumoisines et des Angoumoisins. Donc ce qui me donne espoir, c'est bah, déjà, c'est le meeting qu'on a fait où, on avait près de 400 personnes. Ça, c'est quand même un signe extrêmement encourageant. C'est aussi quand, les habitantes et les habitants, s'organisent pour faire entendre, leur voix à Angoulême, que déjà là, à l'heure actuelle, ils font des pétitions, pour, demander, bah, la réouverture, d'un centre social, pour demander, qu'il y ait, par exemple, simplement du chauffage dans leur logement ou pour, demander la réouverture d'un skatepark. Enfin, le fait que les gens se battent déjà pour, que les choses changent, ça me donne espoir et puis il y a tous les messages de soutien aussi qu'on peut recevoir et il y a surtout, l'Union populaire Angoulême qui est un collectif, qui est jeune, qui est extrêmement dynamique, qui est un lieu de construction en fait, de politique populaire et ça, c'est quelque chose qui donne de l'espoir. Le fait que nos idées se traduisent aussi dans des actions, concrètes dans la ville. Les Jeunes Insoumis, par exemple, organisent, là, c'est ont organisé cette année, donc c'est pour la deuxième année, une gratiféria de bande dessinée dans un quartier de la ville. Donc c'est des bandes dessinées que les gens pouvaient, venir, prendre, emmener, chez eux, librement. Donc ça fait partie des actions concrètes qu'on peut avoir et c'est ça aussi, c'est vecteur d'espoir, de savoir que dans tous les cas, on peut faire quelque chose, si on le veut, si on décide de s'impliquer dans la ville. Mmh mh. Merci beaucoup à toi pour, nous avoir pris le temps de nous exposer toutes les mesures du programme, pour avoir échangé avec nous, et puis pour avoir répondu aux questions de nos internautes aussi. Maintenant, j'ai une dernière question à te poser avant de finaliser notre échange. Est-ce que tu pourrais nous donner les 5 bonnes raisons, de voter pour l'Union populaire à Angoulême, aux prochaines élections municipales? Alors 5 bonnes raisons de voter pour Ouais. l'Union populaire à Angoulême. Bah, il faut voter pour l'Union populaire à Angoulême pour, mettre en place enfin une politique qui répond vraiment aux besoins quotidiens, des Angoumoisines et des Angoumoisins. Ça, c'est essentiel. Il faut voter pour l'Union populaire à Angoulême pour battre les politiques macronistes, de Xavier Bonnefond, le maire sortant. Il faut voter pour l'Union populaire Angoulême pour faire reculer les idées d'extrême droite, comme je l'ai déjà évoqué. Et il faut voter pour l'Union populaire Angoulême pour, créer les conditions aussi de rassemblement de la gauche au second tour, parce que dans tous les cas, si nous arrivons en tête de la gauche, on tendra la main à absolument, toutes les listes qui se reconnaîtront dans les valeurs du NFP. Et puis donc, justement, je viens d'en parler, il faut voter pour, l'Union populaire Angoulême, pour appliquer localement le projet, de rupture sociale et écologique du NFP. Voilà, je pense que ce sont mes bonnes raisons de voter pour l'Union populaire Angoulême. Superbe. Pour les électrices et électeurs, notez dans vos agendas, les élections, c'est le 15 et le 22 mars, donc premier tour le 15 mars, à pas rater. Heu, je crois qu'on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales? Non, c'est fini. Par contre, on peut faire des procurations si jamais, on n'est pas encore, enfin, on n'est pas sûr d'être, chez soi, les 15 et 22 mars. C'est ça. Et d'ailleurs, si des gens veulent faire des procurations, sur notre site internet, on peut nous écrire et on mettra en lien avec, des personnes, qui peuvent, prendre ces procurations. Pour la liste. Ouais, Bien sûr, pour la liste Union populaire. c'est ça. Super.
Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot, pour la fin? Bien écoute, non, je pense que j'ai eu beaucoup, tu m'as largement laissé l'occasion de m'exprimer donc voilà, je te remercie pour cet entretien qui était très riche. Oui, on en a appris énormément. Je te remercie beaucoup. Je savais pas que vous aviez fait autant de travail pour le programme, c'est vraiment passionnant et bah, du coup, j'espère que le 15 mars prochain, on va, passer au deuxième tour et puis pour En voir, tout cas, on s'y emploie, on met tout en place, c'est ça. actuellement. Parce que, l'application du programme que vous proposez va complètement changer le visage, d'Angoulême, donc ça fera un bien fou aux habitants. Bah, on l'espère et il faut voilà, qu'effectivement, on passe, ce premier tour. C'est ça, le 15 mars, voilà. Merci pour tout, Bah, très merci bonne à toi. journée à toi et à bientôt. Au revoir, bonne journée, au revoir Magali.